BPI France Metaverse Vision, on attaque le dernier panel, last but not least. On a dit que l'objectif primaire de ce moment, c'était de créer de la conversation et de créer de la dynamique et de l'échange collectif avec des parties prenantes qui ont par essence des visions et des angles différents. Je crois qu'on incarne ça de manière assez exceptionnelle avec notre dernier panel. Merci à tous les quatre d'être présents. Parce que quoi de mieux pour parler de tous ces sujets, de grands enjeux des métaverses, de souveraineté, d'interopérabilité, que de réunir deux grands acteurs corporate qui, pour le coup, ne sont pas français, puisqu'encore une fois, le but du jeu de cet événement était de réunir l'écosystème français, mais je crois que ça a été dit suffisamment. On n'est pas dans une réflexion insulaire du tout, puisque l'écosystème, il est évidemment mondial et il est global, et donc c'est indispensable d'avoir la vue et la présence, notamment de Meta et d'Epic, que je remercie. Et puis, pour créer de la conversation, on a aussi un représentant de l'État et Nicolas, qui est un sachant qui a une vision un petit peu 360 de tous ces sujets. Donc, merci à tous les quatre d'être là. Et puis, on va faire le petit tour de table le consacré qui va vous permettre de vous présenter à l'ensemble des participants à la fois physiques et métaversels. On n'a pas encore totalement traité le sujet de l'adjectif, je me rends compte. Martin, si tu veux commencer le tour de table, on est ravis de t'accueillir. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup à la BPI et à Nicolas Parpex tout particulièrement pour l'invitation, bien sûr, mais surtout pour l'organisation de cet événement. Je pense que structurer et faire dialoguer l'écosystème, c'est essentiel, et jouer collectif est essentiel. Et nous, ça va exactement dans la vision chez Meta d'un métavers ouvert et interopérable. Pour commencer un peu, on a pas mal abordé le sujet. Est-ce qu'il y a un métavers, des métavers? Pour nous, la vision, elle est assez simple, c'est qu'il y en aura un. Ce ne sera pas le métavers de Meta, ce ne sera pas le métavers d'une entreprise, mais ce sera un métavers qui sera constitué de millions de contenus, de plateformes, d'entreprises qui viendront ensemble apporter de la valeur et créer vraiment de la valeur pour l'utilisateur, pour les marques et pour les différents acteurs qui vont s'en emparer. Et vraiment, en fait, c'est un peu comme l'Internet aujourd'hui. Vous avez ces différents aspects, ces différentes facettes qui viennent coexister ensemble. Mais par contre, il y a vraiment un enjeu à l'échelle de l'écosystème qu'il faut adresser. On a commencé à en parler un peu avant, c'est celui de l'interopérabilité. Parce que si vous n'avez pas l'interopérabilité, vous allez avoir de la fragmentation. La fragmentation, c'est des freins pour les entreprises. C'est de la friction pour l'utilisation, pour l'expérience de l'utilisateur, en fait. Et du coup, il faut adresser ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut adresser uniquement avec un élan collectif. Et chez Meta, en fait, ça fait du coup plusieurs mois maintenant qu'on essaie de soutenir les initiatives qui vont en ce sens, qui vont dans le sens de créer des standards ouverts et de faciliter cette interopérabilité. Et pas plus tard qu'hier, on a encore eu une annonce avec notamment Epic Games, mais également une trentaine d'autres entreprises et d'organismes de standardisation à l'échelle internationale. On a créé le Metaverse Standards Forum, qui va être en fait un consortium qui va être chargé de créer ces standards, qui va être chargé de créer des standards ouverts. Parce que l'interopérabilité, c'est bien, mais il ne s'agit pas juste de la décréter. Ça nécessite des investissements, ça nécessite de l'intelligence collective, ça nécessite des compétences techniques. Et ça, c'est vraiment important, et c'est quelque chose sur laquelle, chez Meta, on est vraiment engagé dans cette démarche. Et peut-être un deuxième point, juste très rapidement, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, par contre, quand on parle d'écosystème, il faut parler de compétences, il faut parler de formation. Parce qu'un écosystème, il aura beau avoir des idées, il aura beau avoir des financements, s'il n'a pas les talents, il ne pourra pas décoller. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très rapidement identifié, notamment pour la France, et on a eu ce souhait de pouvoir soutenir l'écosystème français aussi via le volet compétences, et c'est pour ça qu'on a créé une initiative avec et pour l'écosystème, l'Académie du Métavers avec Simplon, qu'on a annoncé il y a quelques jours, et c'est dès la rentrée une centaine de personnes qu'on va former à ces compétences métavers pour qu'elles puissent justement irriguer et alimenter l'écosystème. Ces compétences, on ne les crée pas pour nous, on ne va pas recruter des personnes, mais par contre, je lance un appel parce que Simplon l'a lancé, c'est que si certaines de vos entreprises sont à la recherche de ces compétences, notamment dans la XR, n'hésitez pas à vous rapprocher de Simplon pour bénéficier en fait de ces talents et pour pouvoir recruter ces personnes qui, dès l'année prochaine, sortiront fraîchement diplômées avec ces nouvelles compétences. Merci Martin. Quentin, merci d'être là. Epic Games, je pense que tu vas faire le pitch, mais on peut dire que c'est une des entreprises les plus avancées sur le sujet du Metaverse parce que
le moteur, parce que la plateforme, qui est une plateforme puissante dans tous ces sujets avec Fortnite. On a aussi pris souvent, et c'est souvent le cas dans la logique de world building, l'exemple de Lego, où c'est aussi un sujet qui est proche de toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est votre vision du sujet? Oui, bonjour Quentin, donc Epic Games, je m'occupe surtout du moteur et de tous les clients qui utilisent le moteur pour créer des expériences. Et oui, du point de vue de notre philosophie, d'abord la boîte elle a 30 ans, donc on fait du jeu de vidéo depuis 30 ans et en fait, Tim Sweeney, notre fondateur, vient de la première génération de l'Internet et donc de l'open source, etc. Et très très vite, quand on a construit la technologie Unreal pour faire nos jeux, on l'a mis sur GitHub et on l'a partagé avec tout le monde et beaucoup de gens sont venus vers nous pour le licencier. Donc ça a évolué comme ça sur les 25 dernières années. Avec des succès, la boîte a grandi, a bougé, est montée, descendu au cours de ces 25 ans. Et puis on a eu Fortnite, qui a vraiment décollé, qui nous a permis de faire beaucoup plus d'investissements et de cristalliser aussi un peu la vision de Tim sur le metaverse et de qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et depuis, donc, ce qui nous rend un petit peu particulier, je pense, dans le secteur, c'est que on licencie la technologie, mais aussi on développe les jeux. Et donc on fait ce qu'on appelle chez nous, on dog food la technologie. Donc avant qu'on la partage, on est sûr que ça fonctionne et que ça fonctionne à échelle et que ça donne des résultats. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est 500 millions d'utilisateurs. Et c'est au pic et en même temps connecté sur une expérience comme Ariana Grande ou d'autres concerts qu'on a organisés dans Fortnite, jusqu'à 16 millions d'utilisateurs connectés en même temps. Et donc c'est un peu battle-tested. Et donc ça nous permet d'être assez sûr. Et ça fait que dans l'industrie du jeu, si vous regardez sur les nouvelles consoles, je parle moins du mobile, mais sur la nouvelle génération de consoles, à peu près 48% des jeux sont construits sur Unreal. Et donc, nous, ça nous dit, c'est peut-être que voilà, il y a une opportunité de connecter tous ces mondes, de connecter tous ces environnements et de commencer à explorer. Une autre grosse étape, je pense, pour nous, a été de passer sur ce qu'on appelle le free-to-play, qui est un modèle économique qui vient de l'Asie, qui était déjà très populaire au début des années 2000, au début du mass multiplayer online game, et qui donne l'accès gratuit et qui monétise par les assets digitaux, etc. Et donc ça a permis à Fortnite de grossir très fort. Et je pense que beaucoup de jeux de société, de jeux de vidéo, maintenant commencent à explorer ce modèle, qui est un petit peu plus difficile parce que c'est de l'opération, il faut tout le temps rajouter du contenu, etc. Mais qui est probablement plus proche de ce qu'on va avoir comme expérience dans le metaverse. Voilà. Et puis une des autres choses qu'on a fait, on parle beaucoup de silos et d'interopérabilité, mais c'est une bataille qu'on a depuis longtemps. Donc, on s'en rappelle déjà peut-être plus, mais il y a 3-4 ans, si vous étiez sur la Xbox ou sur votre mobile ou sur la PlayStation, vous ne pouviez pas jouer ensemble. Et donc, une des premières choses qu'on a remarqué, nous, c'est qu'on voulait démontrer que l'interopérabilité était au bénéfice de tous, même des plateformes. Et avec la force de Fortnite, on est allé discuter avec toutes ces plateformes et on a dit est-ce que vous nous autorisiez à laisser les joueurs jouer entre eux? Et ça a été un peu d'hésitation, mais maintenant ça marche et tout le monde s'est rendu compte que ça marche mieux que si chacun fait dans son écosystème. Et donc je pense que ça, c'est un peu la démarche qu'on a à Epic, on a une idée philosophique de où on veut aller et on a deux outils, la plateforme et le jeu, qui nous permettent de tester ces modèles, d'itérer dessus très 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 vite et d'essayer de découvrir ce que ce metaverse va être. C'est un petit peu comme ça qu'on l'approche. On dit dans la société, on construit l'avion en volant, quoi. Et donc c'est un peu l'idée là, de comment on fonctionne et la philosophie de la boîte. Belle image. Mathieu, depuis le début de l'événement, on a entendu parler des créateurs de contenu, des startups, des grands corporates, des grands acteurs aussi de l'échiquier mondial du metaverse. C'est quoi l'angle de Bercy sur tous ces sujets en termes de disruption technologique, d'enjeux de souveraineté, d'enjeux économiques?
Oui, alors peut-être pour démarrer, ce qui est l'anecdote amusante, c'est que finalement, le sujet du métaverse a attiré le monde politique au moment des annonces de Meta, genre à César, ce qui est à César, parce que d'un seul coup, ça a mis évidemment un très gros coup de projecteur. Alors pourquoi Meta a fait ce coup de projecteur à ce moment-là précis, je laisse ça à une autre table ronde. Mais néanmoins, ça a mis utilement l'accent sur les enjeux associés, et notamment cette notion d'écosystème qui est, je pense, très présente aujourd'hui dans la succession de tables rondes que vous avez organisée ici, et je pense qui est tout à fait utile, et qui a également posé les questions que tu viens de poser sur que doit faire l'État. D'ailleurs, est-ce qu'il doit faire quelque chose? C'est quand même toujours la première question qu'on se pose, surtout à Bercy, ou une petite culture libérale. Mais est-ce que l'État a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles il faut se positionner tout de suite? Bien entendu, quelles sont les conditions qu'on peut mettre en place pour que la France tire son épingle du jeu? Alors on dit souveraineté, on le dit souvent. C'est un peu, il faut faire attention que ce ne soit pas juste un mot bateau qu'on apporte comme ça. C'est aussi ce qu'on se dit chez BPI France tous les jours, hein, comme tu le sais. Nous, on le dit beaucoup, 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 mais on essaie d'être assez rigoureux sur le moment de l'utiliser. Et il faut bien voir que derrière souveraineté, il y a premièrement, évidemment, la question de la maîtrise technologique. Qui contrôle les briques incontournables de la technologie? On sait qu'aujourd'hui, et notamment dans le monde des plateformes, et les métavers, multivers, tout ce qu'on veut, sont des plateformes dans le sens où il y aura une face d'utilisateur, une face de créateur, de clients, de grandes entreprises, et il va falloir créer cet écosystème pour que ça fonctionne. Et dans ces mondes-là, on sait qu'on a des briques qui sont autant de leviers pour imposer un modèle économique qui peut capturer l'ensemble de la valeur. On la voit aujourd'hui, on a une grande réglementation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act, qui cherche à corriger l'effet massif de grandes plateformes qu'on appelle les gatekeepers, dont certains sont parmi nous aujourd'hui. Mais donc voilà, c'est vraiment des questions dont on voit très bien qu'elles peuvent se reproduire dans le métavers, donc on y travaille. Et la raison derrière, c'est qu'il faut avoir ces briques technologiques, il faut être présent sur ces briques technologiques, il faut être présent dans la standardisation. J'ai bien vu passer l'annonce d'hier sur la standardisation, j'ai vu aucune entreprise française. Mais des entreprises européennes. J'ai vu Ikea. Mais le forum est ouvert, donc s'il y a des entreprises françaises qui sont donc, intéressées, elles peuvent rejoindre. Moi, le premier message, c'est évidemment, si on veut être des acteurs dans ce domaine, il faut impérativement s'intéresser à cette question de la standardisation. Il faut aller peut-être au W3C, peut-être à d'autres endroits que vous allez établir, parce que c'est là que se construisent, c'est là que se prennent les places pour la monétisation, les parts de marché demain. Il n'y a pas de secret, ça va se faire comme ça. Et le deuxième élément, c'est évidemment, on veut accompagner l'investissement sur les briques essentielles et particulièrement appuyer là où on a des forces en France, que ce soit sur les moteurs, soit sur l'activité des jeux vidéo où on est très fort depuis longtemps. On a des gros atouts en réalité augmentée, réalité virtuelle également. Donc on a des filières et on veut les utiliser pour être présents dans les chaînes de valeur de demain. Et la raison pour laquelle on a besoin de ça, c'est pour ne pas se faire imposer les règles, les principes, les modes de fonctionnement, que ce soit la liberté d'expression. On adore la Constitution américaine, mais en Europe, on a une autre vision. Et pour ça, il ne faut pas se faire imposer les modèles de fonctionnement des métavers par les acteurs américains. Évidemment, on a les questions sur le harcèlement, sur la haine en ligne et autres qui vont se reproduire. Et il faut qu'on puisse apporter nos réponses européennes. Et pour ça, il faut qu'on pèse dans la discussion. Il ne faut pas qu'on se mette en autonomie, en autarcie et qu'on se bloque des États-Unis. Ce n'est pas ça l'enjeu, ni d'ailleurs de la Chine ou d'autres zones. Mais au moins qu'on soit suffisamment puissant sur les briques essentielles pour qu'ils ne puissent pas se passer de nous. Et je pense que c'est ça notre objectif de souveraineté et vraiment l'angle majeur à travers lequel on regarde le sujet.
Voilà, donc là, ce petit village méta épique Bercy, c'est pour ces moments-là qu'on a fait cet événement. Nicolas, chez WinePoint, déjà, tu es là pour avoir beaucoup réfléchi et élaboré un angle et une vision sur le sujet. Donc ça c'est la première chose sur laquelle j'aimerais t'interroger. L'autre sujet qui rejoint un petit peu la question qui a été posée notamment à Morgane et Félicité sur le dernier panel, c'est qu'une fois que cette vision, tu l'as formée, tu as aussi un rôle d'évangélisation et d'advocacy sur tous ces sujets auprès de tout un tas d'acteurs de l'écosystème. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Donc, merci pour l'invitation. WinePoint, c'est une entreprise française de conseil et de tech, de la French Tech. On accompagne nos clients sur tous les sujets de transformation. Et moi, je suis en charge des industries créatives. Et à ce titre, j'investis avec gourmandise dans les questions de Web3, qui sont très adhérentes, et aussi avec du recul et une vision la plus opérante possible. Et donc, on accompagne nos clients avec un certain nombre de mes collègues pour les amener à se poser les bonnes questions, apporter les meilleures réponses possibles, parce que quand on se dit on veut faire un projet Web3, on veut faire un projet métavers, en fait, il y a un degré de liberté absolument phénoménal. Il faut se poser la question de la proposition de valeur. Il y a tout un enjeu de communauté à construire, parce que si on fait un projet Web3 sans avoir une communauté solide derrière, c'est comme une goutte d'eau qui tombe dans l'océan. Il y a des enjeux évidemment de business model à créer, des enjeux de choix de technologie et de plateforme. Donc tu l'évoquais tout à l'heure, il y a Meta, il y a The Sandbox, Decentraland, rien que ce soir, il y en a deux. Il y a des players qui construisent des univers qui ne sont pas forcément des mondes ouverts, mais qui permettent d'exposer des expériences en 3D. Je pense à Realty, qui justement organise dans Decentraland ce soir, mais qui vont construire leur propre expérience bientôt, et qui sont, c'est des anciens collègues de WinePoint qui sont présents dans la salle. Donc il y a la question de choix de ces univers, de choix de la technologie pour développer les environnements 3D. Donc nous, on a plein de développeurs, et en particulier sur la 3D, des spécialistes de Unreal, mais aussi de Unity, de Blender, enfin toutes les techs qui permettent de créer des objets 3D qu'on peut ensuite importer dans les différents univers. Et puis il y a des questions techniques autour de sur le Web3, on prend quelle blockchain? Est-ce qu'on se met sur Ethereum? Est-ce qu'on se met sur Tezos? Est-ce qu'on se met sur une Layer 2? Et ça, c'est des questions qui ne sont pas simples, qui ont également énormément d'impact. Et le dernier point sur lequel on accompagne nos clients, c'est celui de l'impact. Félicité parlait tout à l'heure de l'impact environnemental. Il peut être important, donc il faut absolument essayer de l'estimer. Et en fonction des choix technologiques qui sont pris et des choix de blockchain, ce ne sera pas du tout la même chose. Il y a des impacts sociétaux, parce que il y a beaucoup de paradoxes en fait dans le Web3. Si on prend... il y a une espèce de philosophie d'horizontalité, tout le monde est égal dans le Web3, et en même temps, on crée des outils avec les NFT qui permettent de créer de la rareté, et donc, d'une certaine manière, de recréer des clubs de riches. Donc il y a quand même des courants un peu antinomiques. Donc il y a des impacts sociétaux de ce point de vue-là, il y a des impacts de sécurité, puisqu'il y a de l'immuabilité. Quand on déploie un smart contract dans la blockchain, il est immuable. Et donc c'est compliqué à modifier, donc il faut l'avoir testé dans tous les sens et avoir anticipé tous les cas possibles avant. Évidemment, on sait bien que c'est pas possible, donc il y a des failles qui se créent à cause de ça, donc il y a des enjeux de sécurité majeurs. Il y a une certaine idéologie aussi dans le Web3 qui est un peu libertaire, anti-institution. Ici, on est dans une institution financière, donc il y a aussi beaucoup de questions d'impact qui touchent la responsabilité sociale, économique, technologique, environnementale. Et donc nous, on aide nos clients à répondre à ces questions de façon la plus opérationnelle possible, dans toutes les phases d'un projet. D'abord de la culturation, ensuite définition d'un cadrage stratégique, ensuite éventuellement une expérimentation, ou alors un déploiement industriel. Et on le fait beaucoup dans les industries créatives, mais dans d'autres secteurs, dans la banque, dans le luxe, la cosmétique et l'immobilier. Donc on a des clients un peu dans tous ces secteurs, dans tous les secteurs. Pardon.
Merci pour ce beau balayage de l'ensemble des sujets. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour les quelques minutes qui nous restent avant d'atteindre le Graal du moment convivial qu'on s'est tous promis au début de cet événement, je pense qu'encore une fois, on n'est pas là pour trouver des consensus mous ou réduire des enjeux qui sont des points de challenge forts, de trouver des articulations entre des stratégies d'entreprise et des enjeux de souveraineté, de traiter des sujets à la fois d'écosystème et de dépendance, de création de valeur propriétaire et d'interopérabilité. Je pense que tout ça, c'est quand même de la complexité qui va se gérer au fil du temps. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table de conclusion sur un élément qui a été un petit peu fil rouge quand même aujourd'hui, qui est que le ou les métaverses, c'est quand même une opportunité de créer quelque chose for good, quelque chose d'éthique, quelque chose de faire. On peut prendre quelques grands enjeux qui ont déjà été cités, que vous avez recités il y a quelques minutes. Des enjeux de fairness économique, hein, parce que, encore une fois, le monde du digital ou le Web 2 ou le Web 1 n'ont pas inventé les injustices. Hein. Quand les créateurs de Superman ont vendu leurs personnages à DC Comics, ils les ont vendus pour $100 en tout et pour tout. Voilà, donc ça c'est une injustice. Il y a eu des injustices et des dérives dans le Web 2, il faut le dire, sur les sujets de harcèlement, etc. On est aussi dans un monde où on a un besoin de féminisation très fort dans le jeu vidéo, dans le cinéma, dans l'audiovisuel. Il n'y a aucune raison, et c'est inacceptable, que l'ensemble de ces verticales plafonne à 25 ou 30%. Je le dis, on le dit en souriant, mais sans rien nous enlever collectivement, mais on a été incapable de respecter la parité sur cet événement. Voilà, donc on est en 2022, on espère que ce ne sera pas le cas la prochaine fois qu'on le fera, mais c'est la réalité. Il y a des enjeux, des enjeux climatiques, on a bien carboné le monde, on va essayer de ne pas trop carboner le métaverse. Il y a des enjeux évidemment d'inclusivité et de diversité. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses, mais si on veut conclure là-dessus, parce qu'encore une fois, une des valeurs cardinales de BPIFrance, c'est l'optimisme, et avec tous les acteurs aussi à la fois différents et cruciaux dans l'écosystème que vous représentez, faire un petit tour de table sur, disons, les quelques éléments pour vous qui vous semblent indispensables en termes de facteurs clés de succès pour que le ou les métaverses soient des endroits qu'on sera fiers d'avoir co-créés. Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans vos entreprises ou dans la manière dont vous adressez le sujet pour y arriver? Qui s'y colle en proms? Je veux bien démarrer. D'abord pour dire que la vision que j'en ai, c'est que le métavers, c'est donc effectivement une opportunité incroyable de construire quelque chose sur lequel, pour l'instant, on sait peu. Donc il faut se mettre dans une position d'humilité extrêmement forte par rapport à ce que ça sera, y compris les scénarios les plus élaborés. Et on a de superbes exemples en France. Ils ont déjà pivoté pas mal, ils repivoteront probablement. Et je pense que la première chose qu'on peut se dire, c'est que si ça rencontre le succès, et c'est ce qu'on souhaite, ce sera politique. Il y aura de la politique au sens de la gestion de la chose commune dans le métavers, et que par conséquent, on doit trouver un modèle où on arrive à mieux articuler l'investissement privé, l'innovation et la construction d'un espace commun réellement accessible à tous. Et moi, je pense que c'est l'un des points sur lesquels je mettrai le plus l'accent pour l'ensemble de nos projets. C'est comment on fait pour que ce soit un espace, que ce ne soit pas juste un espace d'élite autour du luxe, qui est un secteur très important pour la France, mais qui n'est pas le seul, et dans lequel se recrée du commun, de l'expérience commune dans nos populations, pour qu'on apprenne à se reparler, à mieux se parler et à faire des choses en commun. Voilà, ça ce serait la vision vraiment de l'enjeu sous-jacent au métavers, qui est très politique. Merci Mathieu. Je pense que c'est une très longue question, mais je vais essayer d'apprendre quelques morceaux. Donc je pense que l'industrie du jeu vidéo a traditionnellement été très focusée sur l'audience des jeunes garçons
ou aux jeunes adultes et pas très diverses en général. Donc nous, on a un gros effort à faire comme industrie en général pour changer ça. Il est compliqué aussi par le fait que ce qu'on appelle le STEM, donc l'ingénierie aussi, etc., est aussi dominé par les hommes en général. Et donc, j'entends qu'en France, par exemple, excusez-moi, je ne suis pas français, mais 3-4% en maths, c'est 3-4% de filles, 3-4% d'ingénieurs. Donc ça, il y a quelque chose à faire au niveau national, au niveau de l'éducation. Donc nous, en tant qu'acteurs du jeu vidéo, bien sûr qu'on veut, c'est une plus grande audience, etc. Et on fait, donc on a des programmes qui sont spécifiquement réservés aux femmes, pour les former sur la technologie, pour les aider à faire de la création en utilisant la technologie. On met en place des programmes sur des pays qui ont moins d'accès, comme en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Inde, etc., pour essayer d'amener plus de diversité aussi au niveau ethnique, etc., et ces choses-là. Donc il y a plein d'efforts, mais il y a un boulot gigantesque à faire. Et puis il y a l'autre aspect qui, je pense, qui est vraiment le contenu, et donc d'avoir du contenu, de nouveau, comme j'ai dit au début, où principalement le contenu maintenant, c'est pour attirer les garçons. Fortnite, c'est un shooter qui n'est pas nécessairement quelque chose qui va toujours plaire. Et c'est pour ça que si vous regardez sur les 2 dernières années, on a essayé de diversifier le contenu en mettant de la musique, en mettant du cinéma, etc. Mais c'est difficile quand vous avez une communauté qui est déjà un peu hormonale, je vais dire, qu'il faut la modifier. Ça prend beaucoup d'efforts au niveau du contenu et au niveau de l'accès. Je pense qu'au niveau de ça, il faut juste vraiment créer et donner l'opportunité aux femmes créatrices de venir et de mettre du contenu. Et puis il y a le device et l'accès. Je pense qu'avec le cloud et le cloud streaming et le 5G, on va réduire. L'accès risque d'être un peu plus facile. Au début, ça va être un peu plus cher, mais ça va se démocratiser. Et ça veut dire qu'on aura moins de limites à l'accès. Donc, je veux dire, beaucoup d'efforts à faire là-dessus. C'est quelque chose qui est tout le temps, qu'on garde toujours à l'esprit quand on développe des nouveaux produits et de la nouvelle technologie, mais c'est un problème sociétal qui nous dépasse, à vrai dire. Nicolas ? Moi, j'ai envie de répondre en disant qu'il faut être optimiste et d'un optimisme lucide. Optimiste, ça veut dire qu'il faut... je pense qu'on ne peut pas se permettre de laisser passer les trains, et que chaque entreprise en fait est concernée. Donc au-delà des transformations de chaque verticale sectorielle, le Web3, ça change totalement la relation client, la relation au public, la relation aux usagers, avec l'immersion et la possession, l'immersion par le métavers et la possession par les NFT. Donc ça va impacter absolument toutes les entreprises, et donc il faut absolument y aller. Donc en étant optimiste et en même temps en étant lucide, c'est-à-dire en essayant, déjà en ayant la lucidité moi, pour avoir vécu tout l'enthousiasme autour du Web 2, Twitter, je me rappelle quand il s'était installé en France, tout le monde voulait absolument travailler chez Twitter, c'était the place to be, il y avait des files d'attente pour les entretiens, etc. Et aujourd'hui, Twitter, c'est une espèce de plateforme où il y a beaucoup de contenu un peu haineux. Voilà. Donc, c'est pas exactement la même image. Je pense que la technologie, ça permet beaucoup de choses très positives, mais il faut être lucide sur les inconvénients. Et donc, pour les entreprises, ça implique de se poser un peu toutes les questions que j'évoquais tout à l'heure, à la fois en termes de proposition de valeur, de business model, de technologie, etc., mais aussi d'impact sur la diversité. Nous, on est très engagés dans ces questions-là, sur la féminisation de la tech, puisque on recrute beaucoup de tech, et évidemment, on est concerné de plein fouet par ne serait-ce que même le vivier disponible de jeunes filles sur les métiers technologiques. On essaye d'avoir un impact parce qu'on est 3000, on a plus de 1500 développeurs. Tous nos développeurs sont en France. Il n'y a aucune délocalisation en Inde ou dans d'autres pays à bas coût. Et l'impact, c'est aussi les impacts sociétaux sur le financement de la création, sur
club de riches versus l'égalité, enfin un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur la sécurité et au global sur la participation, puisque une nouvelle relation aux usagers, ça veut dire aussi une nouvelle relation aux électeurs, aux citoyens. Et donc je pense que le Web3 aura un impact majeur là-dessus, de même que le Web2 a eu un impact majeur, et donc il faut essayer de l'anticiper pour que ça soit un impact positif. Merci Nicolas. Martin, je pense que c'est un sujet sur lequel Meta a beaucoup à dire. Tu peux nous résumer un peu le... On va essayer d'être ultra succinct parce que je sais que tout le monde attend le cocktail, mais c'est vrai que le métavers, il a la possibilité d'avoir un impact socio-économique majeur et aussi social. Ce soir, on a beaucoup parlé, je crois, du jeu vidéo et du divertissement, parce que ce sont deux secteurs qui sont à la pointe. Mais chez Meta, nous, notre volonté, c'est d'accompagner l'ensemble des secteurs, et notamment dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle. Il y a énormément de choses qui se font, et le métavers est un formidable vecteur pour promouvoir cette éducation et pour promouvoir la formation et la rendre plus accessible. Donc ça, c'est des choses où, notamment aux États-Unis pour l'instant, mais ça viendra en Europe, on travaille avec énormément de partenaires dans le domaine de l'éducation. Et je pense que ça, c'est vraiment, en termes d'impact social, quelque chose de fondamental. Après, il y a un deuxième domaine, et vous en avez déjà parlé, qui est hyper important, c'est celui de la représentativité, de la diversité et de l'accessibilité. Et il y a deux volets dans ce domaine. C'est premièrement que ces outils ils soient accessibles au plus grand nombre. Et je prends un exemple, celui du site web. Il y a 10-15 ans, si vous vouliez créer un site web, il fallait maîtriser un langage de programmation. Vous ne pouviez pas le faire comme ça. Aujourd'hui, vous avez des outils qui permettent de faire ça ultra facilement. Et nous, la vision chez Meta, c'est dans ces métavers qui, on l'a vu, ça nécessite des compétences techniques très fortes, on essaie de mettre à disposition des outils qui vont permettre à l'utilisateur d'exprimer sa créativité. Il y a par exemple, en février, on a dévoilé un prototype BuilderBot, qui est un assistant vocal qui vous permet de créer, juste par commande vocale, quoi de plus inclusif que la commande vocale, l'univers que vous désirez. Et sur l'aspect diversité et représentativité, un exemple parmi d'autres, mais on a un partenariat au niveau européen avec l'association Women in Immersive Technology pour justement faire en sorte que notamment là, les femmes, mais d'autres groupes soient plus représentés, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la tech reste malheureusement un milieu qui est trop masculin. Donc voilà un petit peu les quelques enjeux, et puis un bon cocktail. Merci Martin. Alors, pour conclure, on va faire une petite série de remerciements. La première, c'est pour vous, les speakers. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je pense qu'encore une fois, l'objectif, le but de guerre de cet événement, c'était de rassembler et de créer de l'intelligence collective job sacrément done. Donc merci infiniment à tous. Merci aussi à vous dans le public, parce que c'est une attention soutenue d'écouter toutes ces choses intelligentes pendant cette période assez longue. Je l'ai vécu comme vous et ça appuie de recevoir tout ce jus de cerveau brillant. Donc on aura bien mérité ce moment convivial entre nous. Merci évidemment aux équipes de l'événement, aux équipes techniques. Merci à l'équipe de la French Touch. Merci à Émilie qui copilote la French Touch pour BPI France. Merci à Yona. Donc pour info, on est dans le Web3 aujourd'hui, dans le Metaverse sur Decentraland, mais comme on fait les choses un petit peu dans le désordre, on est aussi dans le Web 2, puisqu'aujourd'hui, on lance la page LinkedIn de la French Touch, que j'espère que vous suivrez tous. Voilà, c'était le sales speech malvenu de la fin. Merci évidemment à toutes les équipes de la communication. Merci à Julien, à Benoît, à Arnaud. Merci à toute mon équipe du PolyCC, notamment à Guillaume Simonaire qui pilote notre réflexion sur le Metaverse avec vous tous, comme vous le savez. Et merci à toute l'équipe qui, au quotidien, au-delà de cet événement, est là pour comprendre tous ces sujets, investir, financer toutes les entreprises de la French Touch. Je reboucle la boucle avec le propos liminaire de Nicolas Dufourcq. Évidemment, nous, on est là pour créer cette dynamique d'écosystème et aussi pour être évidemment un acteur et un financeur utile à tous ces sujets. Merci infiniment et à tout de suite au bar.